J'avais confiance en vous deux, votre trahison exige des comptes, et je déterminerai le prix à payer. J'ai 26 ans, je réside dans l'Ohio et je travaille à plein temps comme technicien d'engin de chantier chez Morrison Construction. C'est un poste plutôt satisfaisant, surtout si l'on considère que j'ai fait l'impasse sur le cursus universitaire traditionnel. J'ai toujours eu un penchant pour la solitude, évitant les conflits inutiles, poursuivant mon travail avec diligence et cultivant une existence stable. Je n'avais jamais imaginé me retrouver au cœur d'une situation aussi extravagante, mais nous y sommes. À l'âge de 23 ans, je suis devenu propriétaire. Ce n'était pas le fruit d'un héritage, ni d'une quelconque aide. J'ai acquis la maison directement, en utilisant des fonds méticuleusement accumulés grâce à des années de travail acharné dans des emplois de construction pendant mes années de lycée et de collège communautaire. Pendant 5 années consécutives, j'ai mené une vie austère, partageant un logement avec des colocataires économes, me nourrissant d'aliments bon marché et conduisant une Honda délabrée. Les semaines de 60 heures étaient la norme. Finalement, ce dévouement a porté ses fruits. La propriété n'était pas luxueuse, il s'agissait simplement d'une modeste maison de 3 chambres dans un quartier paisible, avec un garage double, idéal pour l'entretien des moteurs, la vraie récompense. Je n'avais ni dette, ni hypothèque. J'étais extrêmement fier de cette réalisation. Alors que la majorité de mes contemporains étaient accablés par des prêts étudiants ou vivaient chez leurs parents, je possédais une preuve tangible de mon engagement. La maison était en mauvais état lors de son acquisition. L'ancien propriétaire, un homme âgé, avait négligé l'entretien pendant des années. Par conséquent, j'ai consacré chaque week-end à des rénovations. J'ai installé un nouveau revêtement de sol, refait le câblage du système électrique, peint les murs et même rajeuni l'aménagement paysager. Une fois les travaux terminés, j'estime avoir augmenté la valeur de la propriété de $40 000. J'ai toujours éprouvé une grande satisfaction à exécuter correctement des tâches de mes propres mains. Concernant ma famille, c'est une histoire concise, bien que non dépourvue de tristesse. Mon père, Robert, a 54 ans. Il a lancé sa propre entreprise de plomberie en partant de rien il y a 2 décennies. Au départ, il ne possédait qu'une camionnette délabrée et une sélection d'outils. Aujourd'hui, il dirige une équipe de 12 personnes, possède un atelier entièrement équipé et entretient une flotte de véhicules de service. Il a connu un succès considérable, avec une valeur nette estimée à $2 millions. Il conduit un F-150 King Ranch tout équipé et réside dans une somptueuse maison sur le lac Erie, dotée de tous les équipements imaginables, y compris un quai privé. Il incarne le rêve américain. Lorsque j'avais 16 ans, ma mère, Sarah, a succombé au cancer après une pénible bataille de 8 mois. Assister à son déclin progressif alors que les dépenses médicales s'accumulaient, même avec une couverture d'assurance, a été l'une des expériences les plus pénibles de ma vie. Pour financer son traitement, mon père a été contraint de vendre notre maison, déménageant dans une habitation nettement plus petite. Elle s'est battue avec courage, mais le cancer est aveugle, quelle que soit la force ou la vertu d'une personne. Son décès pendant ma première année de lycée m'a profondément affecté d'une manière que je n'ai jamais pleinement reconnue. Pendant une longue période par la suite, il n'y avait que mon père et moi. Nous avons développé des liens étroits par nécessité. Il m'a appris à utiliser les outils, à maintenir la discipline, à traiter les autres avec respect et à honorer ses engagements. Nous réparions des automobiles dans le garage, passions des week-ends à pêcher et mangions des pizzas en regardant des matchs de football. Il n'a jamais tenté de minimiser la signification du décès de ma mère, ni de la remplacer par une autre. Cependant, il m'a assuré de son soutien indéfectible, quelles que soient les circonstances. Il ne s'est jamais remarié, mais après plusieurs années, il a commencé à sortir avec des femmes de façon occasionnelle. Ses compagnes étaient systématiquement des femmes plus jeunes, et les relations étaient invariablement éphémères. Je me moquais souvent de lui à ce sujet. « Papa, elle est littéralement plus jeune que moi », plaisantais-je, mais en vérité, je pensais qu'il avait mérité le droit de s'amuser. Il avait travaillé sans relâche pour établir son entreprise depuis sa création. De plus, il était de son droit d'allouer ses ressources comme il le jugeait approprié. De plus, il faut reconnaître qu'il conservait une apparence jeune pour son âge. Il restait en forme physiquement, s'habillait impeccablement et dégageait de la confiance. Cependant, la caractéristique déterminante de mon père était son engagement inébranlable envers la loyauté. La famille était d'une importance capitale pour lui. Il affirmait fréquemment, les liens du sang sont plus forts que l'eau. La famille, c'est tout ce que tu as. Finalement, il a vécu selon ce principe, et je croyais chaque mot.
quand j'avais 23 ans et que je manquais d'antécédents de crédit substantiels, il m'a aidé à acheter ma maison en cosignant le prêt. Il m'offrait toujours des conseils, que ce soit sur des questions professionnelles, des relations amoureuses ou des problèmes de la vie en général. Je le tenais en haute estime et croyais sincèrement que mes sentiments étaient réciproques. Malheureusement, on peut se tromper lourdement sur ceux qui nous sont les plus proches. C'est là que commence véritablement le récit. Il y a environ 3 ans et demi, j'ai rencontré une femme nommée Jessica au Murphy's Sport Bar, un établissement décontracté que je fréquentais parfois après le travail. C'était un endroit sans prétention qui proposait des burgers corrects, des bières fraîches et un niveau sonore modéré, ce qui créait un environnement adéquat pour des travailleurs comme moi. Jessica y était employée comme serveuse, et je dois l'avouer, elle était d'une beauté frappante. Elle était blonde, grande, avec des courbes là où il fallait, et possédait un visage exceptionnellement charmant. Franchement, elle était au-dessus de ma classe sociale, à mon sens. Cependant, elle semblait me remarquer. À chaque fois que j'y allais, elle s'assurait que je sois installé dans sa section, se souvenait de ma commande et me souriait lors de nos échanges. Je ne suis pas particulièrement doué pour interagir avec les femmes, mais elle facilitait le processus. Elle avait 24 ans, avait suivi brièvement des études universitaires, mais ne les avait pas terminées, se spécialisant dans la communication ou un domaine similaire. Elle se plaignait constamment de ses difficultés financières, citant des dettes étudiantes écrasantes, un minuscule appartement partagé avec 3 colocataires, une voiture peu fiable et une lutte pour survivre d'une paix à l'autre. Elle dégageait cette aura caractéristique de jolie fille en difficulté qui suscite chez les hommes le désir de rectifier sa situation. J'avais de l'empathie pour elle. Malgré sa beauté et sa gentillesse, elle peinait pour de maigres pourboires, tandis que je jouissais d'un revenu stable et d'un style de vie confortable. J'ai commencé à lui donner des pourboires plus importants, comme $20 sur une addition de 15, et à lui offrir de l'aide lorsqu'elle mentionnait des problèmes avec sa voiture ou son loyer. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » me disait-elle, mais elle ne refusait jamais explicitement. Nos conversations devenaient plus longues à chaque visite. Elle me rejoignait pendant ses pauses, me confiant des détails sur sa vie et s'enquérant de mon travail. Je lui décrivais l'équipement que j'entretenais, notamment des bulldozers, des excavatrices et des camions bennes, et elle semblait sincèrement intéressée. « C'est vraiment impressionnant », a-t-elle dit un jour. Je serais incapable de réparer quoi que ce soit, même si ma vie en dépendait. Après quelques mois de conversations occasionnelles, j'ai finalement trouvé le courage de l'inviter à sortir. Elle a accepté sans hésitation, semblant même enthousiaste. Nous avons dîné dans un restaurant italien raffiné, suivi d'un film. Sa compagnie était des plus agréables. Elle était drôle, aimable et riait à mes blagues banales. L'alchimie entre nous était palpable. Elle me frôlait le bras en riant, se penchait intimement pendant le film, et à la fin de la soirée, m'a embrassé avec la ferveur d'une comédie romantique pour adolescents. La relation a évolué rapidement. En 6 semaines, elle résidait essentiellement chez moi. Son bail arrivait à expiration, et elle ne savait pas quelle serait sa prochaine étape. Elle se plaignait que l'appartement et ses colocataires étaient excessivement pénibles, chers et chaotiques, ce qui le rendait impropre à quelqu'un qui s'efforçait d'améliorer sa vie. Dans le but d'être serviable. Je lui ai suggéré de rester chez moi temporairement jusqu'à ce qu'elle règle sa situation, lui permettant de prendre le temps d'accumuler des économies, de trouver un nouveau logement et de se remettre sur les rails financièrement. J'avais amplement d'espace, et pour être honnête, j'appréciais sa présence. Cela transformait l'atmosphère d'un simple lieu de couchage en un environnement plus chaleureux. Cet arrangement provisoire s'est transformé en une lamentable épreuve de 3 ans, au cours de laquelle j'ai réalisé l'étendue de ma naïveté. Avec le recul, je me reproche mon manque de discernement. Environ 2 semaines après son emménagement, elle a démissionné de son poste au Murphy's, invoquant un environnement toxique, une clientèle odieuse et les effets néfastes du stress sur son bien-être mental. Elle a raconté un incident impliquant un groupe d'hommes d'affaires, qu'elle a qualifié de totos pervers qui n'ont pas laissé de pourboire et ont fait des commentaires répugnants. Mon responsable ne m'a même pas soutenu, s'est-elle lamentée, ajoutant « J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour déterminer ce que je veux faire de ma vie. Je ne peux même pas penser clairement quand je suis aussi dépassé. » À l'époque, je gagnais environ $78 000 par an, avec de nombreuses opportunités d'heures supplémentaires. J'ai pensé que ce n'était pas grave, car je pouvais gérer les dépenses pendant une courte période. Elle finirait par trouver un poste plus approprié, peut-être un poste correspondant à ses compétences. Cependant, cela ne s'est jamais produit. Jessica n'a pas contribué un seul centime pendant 3 années consécutives.
J'assumais toutes les dépenses, y compris le logement, les charges, la nourriture, l'essence, les mensualités de sa voiture, son forfait de téléphone portable, ses vêtements et ses loisirs. Tout était financé par moi. Elle n'a jamais apporté la moindre contribution financière, pas une seule fois. Son quotidien était absurde. La plupart des matins, elle ne se levait pas avant midi, alors que j'étais debout avant le lever du soleil, partant pour un travail éreintant. Je passais mes journées plongées dans des moteurs diesel défectueux et de l'huile hydraulique, rentrant à la maison épuisé physiquement, sale et lessivé vers 18 heures. Pendant ce temps, elle était encore en pyjama, affalée sur le canapé, absorbée par des séries Netflix. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» me demandait-elle, les yeux rivés sur l'écran, sans même interrompre le programme. « Bien remplie », répondais-je. « Et la tienne ?»« Oh, tu sais, tranquille », rétorquait-elle. Elle affirmait constamment qu'elle postulait à des emplois, mais je n'ai jamais vu d'entretien programmé, de rappel ou le moindre effort sincère pour améliorer sa situation. Simultanément, elle gaspillait mes revenus comme s'ils étaient insignifiants. Des colis d'Amazon étaient sans cesse livrés à notre porte, contenant du maquillage, des vêtements et des articles superflus dont elle n'avait pas besoin. Elle achetait des sacs à main de marque qui dépassaient mon salaire hebdomadaire, des produits de soins de la peau extravagants et des tenues de sport à la mode. Elle portait rarement les vêtements de marque qui encombraient la maison. Quand je demandais ce qu'il y avait pour dîner, elle répondait comme si je parlais une langue étrangère. « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» me répondait-elle. Par conséquent, après avoir terminé une journée de travail de 10 heures, je rentrais à la maison et préparais les repas, pendant qu'elle zappait nonchalamment avec la télécommande. Elle ne s'est jamais proposé de cuisiner, n'a jamais même suggéré de commander à emporter, et certainement jamais avec ses propres fonds, car elle n'en possédait aucun. Chaque fois que j'abordais le sujet de sa recherche d'emploi, elle avait invariablement une justification pour son incapacité à le faire. L'économie était soi-disant dans un état désastreux, et personne n'embauchait. Elle prétendait être surqualifiée pour les postes dans le secteur des services, mais pas suffisamment qualifiée pour autre chose. Elle mentionnait la possibilité de reprendre ses études, mais déclarait avoir besoin de temps pour explorer ses options. Elle attribuait sa situation à l'anxiété, au burn-out et à toutes les excuses imaginables pour éviter l'emploi, mais elle n'avait aucun scrupule à me donner des instructions sur la façon d'allouer mes ressources. Elle me poussait sans cesse à échanger mon camion de 2018 contre un modèle plus récent, affirmant que nous devions remplacer tous les meubles parce que les miens semblaient trop révélateurs d'un style de vie de célibataire. De plus, elle n'arrêtait pas de parler de vacances extravagantes, Cancun, Hawaï, Paris. C'était comme si nous nagions dans des revenus disponibles. Chaque fois que j'expliquais que de telles dépenses n'étaient pas réalisables avec un seul revenu, elle piquait une crise et sombrait dans un silence boudeur. Les petits amis de toutes mes amies les traitent mieux, se lamentait-elle. Le petit ami de Sarah l'avait récemment surprise avec un sac à main à 500 $. Le fiancé d'Ashley l'avait emmené en Europe l'été précédent. Peut-être que leurs petits amis n'étaient pas les seuls responsables de la couverture de toutes les dépenses imaginables pendant que leurs copines se prélassaient à la maison, sans rien apporter. J'aurais dû lui exprimer ce sentiment, mais je m'en suis abstenu parce que je croyais être amoureux. Je désirais son bonheur par-dessus tout. Par conséquent, j'acceptais tous les quarts de travail supplémentaires qui se présentaient. Les samedis, les dimanches, les soirs de semaine, toutes les occasions étaient bonnes. Je m'épuisais littéralement dans une vaine tentative de maintenir le style de vie qu'elle convoitait. Pendant ce temps, elle dormait habituellement tard, se livrait à des virées shopping incessantes et traitait notre résidence comme si c'était un centre de spa exclusif. Et l'aspect le plus flagrant de tout cela ? Elle se comportait comme si elle avait droit à un tel traitement. Elle organisait des réunions avec ses amis chez nous sans même me faire la courtoisie d'une notification préalable. Elle consommait ma bière, dévorait mes collations et diffusait du divertissement sur mes comptes d'abonnement. Quand j'ai finalement exprimé mon mécontentement concernant le fait d'être pris en embuscade par des invités inattendus après avoir enduré une journée de travail de 12 heures, elle a réussi à me faire sentir comme si c'était moi qui étais antisocial. « Ce n'est pas comme si tu avais d'autres engagements », a-t-elle rétorqué. « Mes amis pensent que tu nourris une certaine animosité envers elles. Mon seul désir était de rentrer à la maison et de savourer un peu de tranquillité et de solitude dans les limites de la résidence dont j'étais seul responsable. » Elle prenait également des décisions unilatéralement sans jamais me consulter. « Nous dînons avec ma sœur demain », annonçait-elle. Ou, j'ai informé Ashley que nous participerions à sa fête ce week-end.
On ne me demandait jamais si j'étais disponible, on partait simplement du principe que j'allais l'accompagner docilement. Et dès que je résistais, elle habilement renvoyait la faute sur moi. J'essaie de me construire une vie sociale, argumentait-elle. Tu travailles sans arrêt et n'exprimes jamais le désir de faire quelque chose d'agréable. Je pensais que tu apprécierais mes efforts pour t'inclure. Je travaillais sans arrêt parce que j'étais le seul à subvenir à nos besoins et à entretenir notre train de vie. Et, agréable, dans son vocabulaire, se traduisait invariablement par dépenser encore davantage de l'argent que j'avais durement gagné. La vérité, c'est que l'aspect physique de notre relation était le seul élément qui m'empêchait de m'effondrer émotionnellement. L'intimité avec Jessica était gratifiante. Elle avait un esprit aventureux, un enthousiasme débordant et me faisait me sentir comme un roi. Cependant, avec le recul, je soupçonne que tout était méticuleusement calculé. Tant que j'y trouvais mon compte au lit, j'étais moins enclin à remettre en question le déséquilibre inhérent à tous les autres aspects de notre relation. J'aurais dû la mettre dehors, cette profiteuse égocentrique, dès les premiers mois, mais j'étais aveuglé par l'engouement. J'entretenais la croyance naïve qu'elle finirait par mûrir, assumer sa juste part de responsabilité et évoluer vers un véritable partenariat. J'avais présumé à tort que c'était simplement un aspect intrinsèque d'une relation que les hommes pourvoyaient et que les femmes étaient reconnaissantes. J'avais absolument tort. Les relations saines ne reposent pas sur des fondations aussi inéquitables. J'étais exploité par une personne qui comprenait parfaitement comment me manipuler. Et j'étais trop compatissant et inexpérimenté pour reconnaître la supercherie. Environ 1 an après notre emménagement, j'ai décidé que le moment était venu pour Jessica de rencontrer mon père. Elle insistait sans cesse pour que je les présente, affirmant que c'était d'une importance capitale pour elle, qu'elle désirait l'approbation de ma famille. Mon père, de son côté, demandait quand il aurait le plaisir de rencontrer la femme dont je parlais si souvent. Les signaux d'alarme étaient bien présents, mais je n'ai pas su les entendre. Jessica, qui d'habitude évitait toute forme de formalité dans sa tenue, même pour les dîners avec moi, a consacré 3 heures entières à se préparer pour sa rencontre avec mon père. Ses cheveux étaient méticuleusement bouclés, son visage recouvert d'un maquillage complet, elle portait un jean moulant qui ne laissait rien à l'imagination, et un haut décolleté juste ce qu'il faut pour attirer l'attention. Elle avait l'air de se rendre en boîte de nuit, plutôt qu'à un dîner de famille. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle s'était autant apprêtée, elle a répondu « Je veux faire une bonne première impression. L'opinion de ta famille compte vraiment pour moi. » « Tu es magnifique, lui ai-je répondu, mais peut-être que quelque chose d'un peu plus discret serait approprié. Ce n'est qu'un repas décontracté avec mon père. Elle a immédiatement adopté une posture défensive. « Alors, maintenant tu as honte de ma tenue » a-t-elle rétorqué. « Je pensais que tu serais fier de me montrer. Je veux simplement que ton père m'apprécie. » Réticent à l'idée de me disputer, j'ai cédé. Cependant, il y avait quelque chose de faux dans sa réaction. Ce soir-là, mon père est arrivé pour le dîner. J'avais préparé des steaks, des pommes de terre au four, tout l'attirail culinaire. Dès qu'il est entré dans la maison, Jessica a subi une transformation complète. Normalement, elle se montrait très réservée avec les personnes qu'elle ne connaissait pas, en particulier les hommes plus âgés. Elle m'avait confié avoir eu une relation difficile avec son propre père et ne pas bien réagir face aux figures d'autorité. Pourtant, en présence de mon père, elle était tout son contraire. Effervescente, animée, pratiquement rivée à chacune de ses paroles. Elle absorbait avidement ses anecdotes, éclatait de rire à chacune de ses blagues et l'inondait de questions sur son entreprise. J'étais incrédule. Elle n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour ma vie professionnelle. Chaque fois que j'essayais de la divertir avec des récits de ma journée de travail, elle décrochait invariablement au bout de quelques minutes. Maintenant, elle était soudainement fascinée par les contrats de plomberie et les stratégies des petites entreprises. « C'est tellement impressionnant, Robert !» s'exclamait-elle à plusieurs reprises. « Tu dois être exceptionnellement brillant pour avoir bâti une entreprise entière à partir de rien. » Sa flatterie était excessive ou excessivement obséquieuse. Et mon père, comme on pouvait s'y attendre, s'en délectait. Il avait toujours aimé être le centre de l'attention, surtout quand une jolie femme était impliquée. Il s'est mis à raconter des histoires plus élaborées, à faire des blagues plus fréquentes et à se pavaner ostensiblement. Il rayonnait sous son adoration. À un moment donné, il a même fait remarquer, « Alors, c'est elle, la femme qui a transformé mon fils en casanier », en accompagnant sa déclaration d'un clin d'œil. « Vous devez être une sacrée prise. »
Jessica rougit et laissa échapper un rire bizarre que je ne lui connaissais absolument pas. Mike est incroyable, répondit-elle. J'ai tellement de chance d'avoir quelqu'un d'aussi fiable et terre à accent grave terre. Elle mit un accent appuyé sur le mot terre à accent grave terre, comme si c'était la qualité la plus désirable qu'un homme puisse posséder. Cela aurait dû, à lui seul, me mettre la puce à l'oreille. Tout au long du dîner, elle n'a cessé de tout complimenter avec effusion. Sa montre, son pick-up, sa maison au bord du lac, même son sens des affaires. Elle l'a bombardé de questions sur l'entrepreneuriat, comme si elle s'adressait à Elon Musk en personne. J'avais l'impression qu'elle s'entretenait moins avec le père de son petit ami qu'elle n'interviewait un fantasme de célébrité. Et ses manières étaient tout aussi étranges, elle se tortillait les cheveux, ajustait sa chemise à intervalles réguliers et se penchait plus près à chaque fois qu'il parlait. Je ne l'avais jamais vue se comporter de la sorte avec moi ou avec qui que ce soit d'autre. Plus tard, après le départ de mon père, j'ai abordé le sujet. « Tu étais un peu différente ce soir, fis-je remarquer. »« Comment ça ?» demanda-t-elle, feignant l'ignorance. « Je ne sais pas trop. Plus aguicheuse que d'habitude. On aurait dit que tu faisais exprès d'en faire trop. » Elle adopta aussitôt une posture défensive. « J'étais simplement aimable. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Que je crée des liens avec ta famille. Je pensais que ça s'était bien passé. » « Oui, ça s'est bien passé. J'ai juste remarqué les efforts excessifs que tu déployais pour l'impressionner. »« Bien sûr que j'essayais, rétorqua-t-elle. C'est ton père. Son opinion compte si cette relation doit évoluer de manière significative. Cela semblait plausible, je suppose, mais mon intuition me disait le contraire. Puis vint le développement vraiment bizarre. Mon père a commencé à nous rendre visite beaucoup plus souvent que d'habitude. Il n'avait jamais été du genre à débarquer à l'improviste, mais maintenant, il était chez moi presque toutes les semaines, invariablement armé d'un prétexte fallacieux. Il affirmait qu'il avait besoin d'emprunter une clé à molette, qu'il avait besoin d'aide pour déplacer un objet ou qu'il se sentait simplement obligé de venir prendre des nouvelles et de s'assurer que tout allait bien. Curieusement, il n'arrivait invariablement que lorsque Jessica était présente, jamais lorsqu'elle était sortie ou occupée ailleurs. J'ai commencé à discerner le motif. Il a aussi soudainement développé un intérêt pour les projets d'amélioration de l'habitat, exprimant le désir d'aider à remplacer les luminaires, proposant d'inspecter la plomberie et suggérant que nous collaborions à des travaux d'aménagement paysager. De bons moments de complicité, proclamait-il. En plus, Jessica m'a dit qu'elle adorerait voir le jardin refait. C'était une nouveauté pour moi. Jessica ne m'avait jamais dit un mot au sujet de l'aménagement paysager, mais je me suis abstenu de la questionner. Je me suis dit, tiens, du temps de qualité avec mon père. Des améliorations à la maison, quel mal cela pourrait-il faire ? Par conséquent, nous avons passé des week-ends à trimer sur la propriété, à construire une terrasse, à rénover la salle de bain et à planter des arbustes. Jessica était invariablement à proximité, nous servant des rafraîchissements, complimentant notre travail et posant des questions. Elle portait invariablement de petits débardeurs et des shorts courts qui dévoilaient beaucoup de peau. Elle attribuait cela à la chaleur ambiante, mais j'ai remarqué la façon dont mon père la regardait. Pas des coups d'œil furtifs, mais des regards insistants. Le genre qui met mal à l'aise, surtout quand elle se penchait ou attrapait un objet. J'ai abordé le sujet avec Jessica plus tard. Les hommes plus âgés remarquent simplement davantage la beauté. Elle haussa les épaules. Ça n'a pas d'importance. Il se remémore probablement sa propre jeunesse. Cela aurait dû être mon 50e signal d'alarme, mais je l'ai ignoré. Après 2 ans de cohabitation et avoir assumé la responsabilité de toutes ses dépenses, j'ai finalement décidé que le moment était venu de la demander en mariage. Jessica avait laissé tomber des indices peu subtils, partageant des images de bagues de fiançailles sur les réseaux sociaux, parlant de mariages qu'elle avait vus à la télévision et laissant des magazines de mariage ouverts sur la table de la cuisine. La bague d'Ashley est magnifique, remarquait-elle, brandissant son téléphone dans ma direction. Elle a tellement de chance. J'en veux une exactement comme ça. Son approche était tout sauf subtile. J'ai commencé à économiser et à faire mes recherches. Jessica avait des goûts dispendieux, alors je savais que je devrais dépenser une somme considérable si je voulais l'impressionner. J'ai gaspillé la somme exorbitante de 7 500 $ pour un solitaire en diamant d'1,5 carat auprès d'un bijoutier réputé de la ville. C'était bien au-delà de ce que j'aurais dû dépenser, mais Jessica avait déjà laissé entendre à maintes reprises, et de manière peu voilée, que les petites bagues semblaient bon marché et qu'elle serait humiliée de porter quelque chose de basique.
La bague de fiançailles d'une femme doit instantanément témoigner de l'estime que son homme lui porte, avait-elle affirmé. Une bague bon marché communique sans équivoque que vous n'en valez pas la peine. J'ai décidé de faire ma demande à l'occasion de notre 2e anniversaire. J'avais prévu un dîner romantique dans un restaurant isolé au bord d'un lac, à environ 1 heure de notre domicile. Nous avions réservé une table avec une vue panoramique sur le coucher de soleil, et j'ai gardé la bague cachée dans ma poche pendant toute la soirée, attendant nerveusement le moment opportun. Une fois le dessert arrivé, j'ai posé un genou à terre, juste là, à table. Jessica s'est mise à pleurer de joie et a accepté sans hésiter ma demande, me donnant un baiser sous les yeux de toute la salle. Les autres clients ont applaudi, et pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que nous étions des personnages dans un film romantique. Elle n'a pas tardé à montrer sa nouvelle bague. En moins d'1 heure, elle avait publié des photos sur Internet, contacté toutes ses connaissances et envoyé des messages à la moitié de ses contacts téléphoniques. Le soir même, tout le monde qu'elle connaissait parlait de nos fiançailles. C'est alors que les choses ont commencé à évoluer. Jessica s'est consacrée à l'organisation du mariage comme si c'était son activité principale, et tout sur sa liste de souhaits était excessivement cher. Elle voulait un lieu somptueux qui coûtait $40 000, des arrangements floraux de designer, une robe sur mesure, un photographe haut de gamme, une cuisine gastronomique, bref, tout le tralala extravagant. Quand j'ai essayé d'être réaliste quant à notre situation financière, surtout que nous dépendions encore de mon seul revenu, elle s'est mise en colère. « C'est le jour le plus important de ma vie », s'exclamait-elle. « Ne m'aimes-tu pas assez pour m'offrir le mariage dont j'ai toujours rêvé ?» Elle me montrait sans cesse des photos de mariages d'influenceurs et de cérémonies somptueuses que ses amis avaient organisées. « Je ne veux pas que les gens chuchotent que notre mariage avait l'air bon marché, » disait-elle. « Tous ceux que je connais organisent des mariages magnifiques. Je mérite la même chose. » Par conséquent, je travaillais sans relâche. Chaque quart de travail supplémentaire, chaque samedi, chaque jour férié était consacré à gagner de l'argent supplémentaire. Certaines semaines, je travaillais 70 heures, rentrant à la maison complètement épuisé, uniquement pour générer les revenus nécessaires à ce mariage. Jessica restait au chômage, continuant à dépenser de l'argent comme si nous en avions une réserve inépuisable. Elle continuait à se réveiller à midi et à se détendre tranquillement pendant que je me tuais à la tâche. Ensuite, les choses ont commencé à devenir étranges entre elle et mon père. Jessica avait toujours été courtoise avec lui, mais ses interactions se limitaient à une amabilité superficielle. Après les fiançailles, cependant, elle s'est brusquement comportée comme s'il était son expert en mariage. Elle lui demandait son avis sur les arrangements floraux, les salles de réception et même les choix de gâteaux. « Votre père a un goût exceptionnel », disait-elle. « Il comprend vraiment comment créer l'élégance. » Cela semblait illogique. Mon père s'était marié une fois, 25 ans auparavant, au palais de justice avec un minimum d'ornement. Quelle connaissance avait-il en matière de design floral? Néanmoins, Jessica agissait comme s'il était un consultant de premier plan. Elle lui téléphonait, lui envoyait des courriels et entamait même des conversations vidéo, s'enquérant des choix de menus et de la disposition de la réception. Très vite, mon père est venu nous rendre visite encore plus souvent. Il avait toujours une explication. Apporter des brochures, vouloir examiner les tableaux Pinterest, revoir les budgets. Il arrivait systématiquement pendant la journée, pendant que j'étais au travail, et passait des heures avec Jessica. Quand je l'interrogeais sur leur discussion, Jessica haussait les épaules. « Juste des questions de mariage ennuyeuses », répondait-elle. « Tu ne te soucies pas des plans de table et des centres de table, n'est-ce pas ?» En fait, je m'en souciais. C'était censé être notre mariage. Pourquoi mon propre père était-il plus impliqué que moi? Puis Jessica a commencé à se comporter étrangement à d'autres égards. Elle prenait brusquement sa douche juste avant que je ne rentre à la maison chaque soir. Elle a commencé à faire sa propre lessive, ce qui était une nouveauté. Auparavant, elle me laissait simplement m'en occuper. Et elle ne laissait plus jamais son téléphone portable sans surveillance. Cet appareil était perpétuellement collé à elle, comme s'il contenait des informations classifiées. À peu près à la même époque, elle s'est prise d'un intérêt exceptionnel pour la remise en forme. Jessica, qui considérait auparavant le fait de marcher jusqu'au réfrigérateur comme de l'exercice, possédait désormais un abonnement à la salle de sport dans l'un des établissements les plus chers de la ville. Et elle a même engagé un entraîneur personnel. « Je veux être magnifique dans ma robe », disait-elle. « N'aimerais-tu pas épouser une mariée en pleine forme et sûre d'elle ?» Elle a commencé à s'y rendre quotidiennement,
parfois pendant 3 heures. Elle rentrait à la maison trempée de sueur, rayonnante, parlant sans cesse de ses séances d'entraînement et de son entraîneur. Elle a commencé à publier constamment des selfies à la salle de sport. Cela n'avait aucun sens. C'était la même femme qui ne pouvait pas se donner la peine de balayer la cuisine, maintenant soudainement obsédée par les fentes et les shakes protéinés. Les 6 derniers mois ont été un tourbillon de signaux d'alarme. J'attribuais la majeure partie de ces agissements à l'anxiété pré-mariage, mais avec le recul, je ne comprends pas comment j'ai pu ignorer les signaux. Son emploi du temps était devenu indéchiffrable. Elle prétendait faire des courses pour trouver sa robe, mais ne ramenait jamais rien à la maison. Elle affirmait avoir rencontré des traiteurs, mais ne connaissait pas les plats proposés. Si je posais trop de questions, elle se mettait immédiatement sur la défensive. « Pourquoi tu ne me fais pas confiance ?» rétorquait-elle. « Tu crois que je suis malhonnête quand je te dis que j'essaie d'organiser notre mariage ?» Le comportement de mon père était également étrange. Il avait commencé à appeler sur la ligne fixe pendant la journée, sachant que je serais au travail, et demandait invariablement à parler à Jessica. Elle m'informait qu'il ne faisait que passer en revue des questions logistiques, comme la liste des invités ou le calendrier. « Rien d'important, disait-elle, juste des détails concernant la réception dont tu n'as pas besoin de te soucier. » Mais pourquoi tout cela ne pouvait-il pas attendre que je sois à la maison? Pourquoi organisait-il mon mariage sans moi? Pourquoi y avait-il des conversations téléphoniques secrètes? Tous mes instincts me signalaient un danger, mais je ne voulais pas croire ce que mon intuition savait déjà. J'ai commencé à remarquer des détails qui me paraissaient suspects. Jessica recevait des messages à des heures inhabituelles, parfois vers minuit ou peu après l'aube, et elle orientait immédiatement son écran pour que je ne puisse pas le voir quand je jetais un coup d'œil. « Oh, c'est juste ma sœur », disait-elle d'un ton désinvolte, ou Ashley qui me pose des questions sur les préparatifs du mariage. Mais ensuite, elle effaçait immédiatement les messages, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Auparavant, elle laissait les SMS s'accumuler sur son téléphone portable. Le fait que sa voiture semble souvent chaude, alors qu'elle prétendait être restée à la maison toute la journée, n'arrangeait rien. Je découvrais également des reçus de magasins et de restaurants où elle n'avait jamais mentionné être allée. Son réservoir d'essence semblait plus vide qu'il ne devrait l'être pour quelqu'un qui prétendait seulement aller à la salle de sport et faire des courses. La véritable révélation a eu lieu le jour où je suis rentré du travail plus tôt et où j'ai découvert quelque chose de totalement inattendu. J'avais terminé ma tâche plus tôt que prévu et je pensais surprendre Jessica, peut-être l'emmener déjeuner. Sa voiture était garée dans l'allée, ce qui n'avait rien d'inhabituel, mais j'ai entendu la douche fonctionner à l'étage en entrant. Il était environ 2h30 de l'après-midi, ce n'était pas l'heure à laquelle elle prenait généralement sa douche. Elle se lavait généralement le matin. J'ai crié son nom, mais je n'ai pas eu de réponse, supposant qu'elle ne m'entendait pas à cause du bruit de l'eau. Je suis monté à l'étage. La porte de la salle de bain était bien fermée, et l'eau coulait toujours. Quand j'ai essayé de tourner la poignée, elle était verrouillée. Jessica ne fermait jamais la porte de la salle de bain à clé quand elle prenait sa douche. En plus de 2 ans de cohabitation, elle ne l'avait jamais fait. Alors pourquoi maintenant? J'ai frappé à nouveau et j'ai dit son nom. Il n'y a pas eu de réponse pendant une demi-minute. Puis, finalement, elle a répondu, 1 seconde. Sa voix semblait surprise, presque anxieuse. Encore 30 secondes se sont écoulées avant qu'elle n'ouvre la porte. Enveloppée dans une serviette, ses cheveux semblaient à peine humides. « Tu m'as fait peur », dit-elle en serrant la serviette. « Je ne t'ai pas entendu rentrer. »« Pourquoi as-tu fermé la porte à clé ?» ai-je demandé. « Elle était fermée ?»« J'ai probablement actionné la serrure par accident », répondit-elle, visiblement troublée. Mais les faits ne correspondaient pas. La quantité d'eau qui coulait ne correspondait pas à l'état de ses cheveux, et elle semblait tendue, comme si on venait de l'interrompre alors qu'elle faisait quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. Quand je lui ai demandé où elle était allée ce jour-là, elle m'a dit qu'elle était restée à la maison à se détendre et qu'elle avait décidé de prendre une douche à midi. Mais le capot de sa voiture était encore chaud quand je l'ai touché. Si elle était vraiment restée à la maison toute la journée, ce moteur n'aurait pas été chaud. Un autre moment étrange s'est produit lorsque je cherchais un stylo dans son sac à main et que j'ai découvert un reçu du Romano's Steakhouse. Nous n'y avions jamais dîné ensemble. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a dit que ça remontait à un certain temps et qu'elle avait oublié de le jeter. Mais la date indiquée dessus était seulement 2 jours plus tôt. Et Romano's n'est pas bon marché. C'est un endroit où les repas coûtent $50 ou plus par personne.
Comment pouvait-elle se permettre un repas comme ça sans revenu? C'est alors que mon estomac a commencé à se tordre à chaque fois que je pensais à Jessica et à mon père, la façon dont elle lui souriait, la façon dont il la regardait, leurs séances de planification trop fréquentes, son secret, ses incohérences. J'ai commencé à relier les points, mais je ne voulais pas croire ce qu'il suggérait. Jessica disait qu'elle m'aimait. Elle avait accepté ma demande en mariage. Nous étions en train de planifier notre avenir, et mon père, l'homme qui m'a élevé, m'a tout appris sur l'intégrité et le travail acharné. Il ne franchirait jamais cette limite. Il m'a toujours dit que la famille passait avant tout. L'idée qu'il puisse se passer quoi que ce soit entre eux était tellement répréhensible, tellement insensée, que j'ai refusé de même l'envisager. J'aurais dû suivre mon instinct. J'aurais dû les affronter, exiger des explications, enquêter plus avant. Mais la peur a triomphé. J'avais peur de ce que je pourrais découvrir, alors j'ai mis ça sur le compte de l'insécurité ou de la paranoïa. Quel idiot j'ai été. Le jour où tout s'est effondré est gravé dans ma mémoire. Début mars, un samedi que je n'oublierai jamais. C'est le jour où mon monde s'est écroulé. Le moment où j'ai vu Jessica et mon père tels qu'ils étaient vraiment. Je faisais des heures supplémentaires pour Morrison Construction. Nous avions une échéance importante pour un contrat autoroutier, et l'État nous pressait de le terminer. Tout le monde était sur le pont ce week-end, avec un salaire double à la clé. Ce matin-là, j'étais sur le chantier à 6 heures, en train de travailler sur une grosse excavatrice qui avait subi une panne hydraulique. Jessica savait que je serais absent toute la journée. Je lui avais dit vendredi soir que je ne rentrerais pas avant 21 heures, peut-être plus tard. Elle avait mentionné qu'elle passerait du temps avec sa sœur, amis, shopping, déjeuner, peut-être un moment dans un salon de beauté. Juste un samedi de détente entre filles. À 13 heures, notre travail était en avance sur le programme. Les pièces de rechange étaient arrivées plus tôt, et le processus de réparation s'était déroulé sans problème. Notre chef d'équipe, Dave, a jeté un coup d'œil et a dit « On arrête pour aujourd'hui, les gars. On est en avance. Allez profiter du reste de votre samedi. » J'étais fatigué mais satisfait. Je serais quand même payé intégralement, et j'avais soudainement du temps libre. J'ai pensé surprendre Jessica, peut-être la surprendre avant qu'elle ne soit trop avancée dans ses plans de l'après-midi, et lui offrir un déjeuner. Je suis rentré chez moi avec de la musique country et l'envie d'un barbecue. Mais lorsque j'ai tourné dans ma rue vers 13h45, tout m'a semblé bizarre. La Honda blanche de Jessica était garée devant. C'était étrange. Elle était censée être sortie avec Amy. Mais juste derrière, obstruant son passage, il y avait un pick-up noir F-150 King Ranch très familier. Le camion de mon père. Je le reconnaîtrais n'importe où. Ses jantes personnalisées, les vitres teintées et le grand autocollant Chaîne S Plumbing sur le côté. Que diable mon père faisait-il chez moi un samedi après-midi? Je suis resté assis dans ma voiture, le cœur battant, essayant de formuler une explication plausible. Peut-être que Jessica ne se sentait pas bien et l'avait contacté pour obtenir de l'aide. Il était possible que quelque chose dans la maison ait besoin d'être réparé, et qu'elle ait demandé sa présence. Il était également possible qu'Amy ait annulé leur plan, et que mon père ait simplement décidé de rendre visite. Malgré tous mes efforts, cependant, aucun des scénarios que j'ai imaginés ne semblait authentique. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis sorti de mon camion et je me suis approché de la maison, ouvrant silencieusement la porte d'entrée. La maison était silencieuse, à l'exception de certains sons indubitables provenant de l'étage. Les sons provenant de la direction de ma chambre étaient trop familiers. Mon estomac s'est noué, et mes mains ont commencé à trembler. J'ai été tenté de me précipiter dans l'escalier et de déchaîner un torrent d'insultes, mais quelque chose m'a obligé à me figer. Peut-être était-ce l'instinct, ou peut-être l'incrédulité. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai lancé l'application de l'appareil photo. Si mes soupçons étaient corrects, j'aurais besoin de preuves. Des preuves réelles et irréfutables. Quelque chose dont il ne pourrait pas se sortir par la tromperie. J'ai enlevé mes bottes de travail pour ne pas faire de bruit sur les escaliers en bois dur. En montant, les bruits sont devenus plus forts, plus clairs, et ont confirmé sans aucun doute mes craintes. La porte de la chambre était grande ouverte. Il n'essayait même pas d'être discret. Et là, c'était l'homme qui m'avait élevé après la mort de ma mère. L'homme même qui m'avait appris à réparer un carburateur et à lancer un ballon de football était dans mon lit avec ma fiancée.
La femme que j'étais censé épouser dans un peu plus de 2 mois, celle que j'avais soutenue financièrement pendant 3 ans. La même femme qui portait la bague de fiançailles pour laquelle j'avais déboursé 7 500 $ était à califourchon sur mon père. Et ce n'était pas seulement un coup d'un soir détaché. Elle était beaucoup plus impliquée que je ne l'avais jamais vue avec moi. Elle poussait des gémissements qui me retournaient l'estomac. Oh, mon Dieu, tu me fais tellement plus d'effet que lui, elle gémissait. J'ai gaspillé 3 ans à simuler avec ce gamin alors que j'aurais pu avoir un vrai homme. Et mon père. Il la saisissait comme un adolescent désespéré, lui disant qu'elle était plus chaude et plus ferme que des femmes de la moitié de son âge. Il se moquait de moi, parlait de moi de manière désobligeante tout en faisant l'amour dans le lit que j'avais acheté et dans la maison que j'avais travaillé dur pour posséder. Il est complètement à côté de la plaque, a gloussé mon père. Le pauvre gosse pense qu'il va épouser quelqu'un de fidèle. Quel idiot, a ri Jessica. Il croit vraiment que je vais à la salle de sport pendant 3 heures par jour. N'importe quoi. Comme si j'allais transpirer alors que je pourrais être ici avec toi. Ils ont ri ensemble comme si c'était une blague privée. Comme si j'étais une blague. Alors que j'étais planté là, enregistrant chaque seconde, je m'assurais de capturer leur visage, leur voix, leur ignoble trahison en haute définition. Mes mains tremblaient, mais mon esprit restait lucide. Je n'avais pas le cœur brisé. J'étais furieux. De la rage pure. Après quelques minutes, j'en avais assez vu. Je m'éclaircis la gorge, d'une façon forte et sèche. Leur réaction ? Un chaos total. Jessica poussa un cri perçant et plongea sous les draps. Mon père se leva d'un bond et chercha ses vêtements à tâtons. Je ne cessais pas d'enregistrer. « Arrête ça !» cria Jessica. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah bon ?» demandai-je, ma voix aussi calme que de la glace. « Parce qu'il me semble que tu couches avec mon père dans mon lit pendant que je travaille pour financer ton mariage. » Mon père tenta de reprendre le contrôle. « Fiston, soyons raisonnables. Parlons-en comme des hommes. Les hommes ne couchent pas avec la fiancée de leur fils, rétorquai-je sèchement. Vous sortez, tous les deux. » Jessica se mit à pleurer. « S'il te plaît, mon amour, c'était une erreur. C'est arrivé comme ça. »« Depuis quand ?» demandai-je. Elle hésita. « Depuis les fiançailles, depuis des mois, avoua-t-elle en sanglotant. » Je regardais mon père, à présent à moitié habillé, évitant mon regard. « Pars. Tu n'es plus rien pour moi désormais. » Il leur fallut 10 minutes pour s'habiller et partir. Je m'assis sur le canapé, la fureur brûlant derrière mes yeux, formulant déjà la prochaine étape de mon plan d'action. Voyez-vous, je possédais des informations. Des informations sur les affaires de mon père qui pouvaient les démanteler entièrement. Son entreprise de plomberie détenait de multiples contrats municipaux dépassant les 800 000 $ par an, et ces contrats contenaient des clauses d'éthique. Je possédais également des informations sur des pratiques fiscales douteuses et des violations de sécurité que j'avais autrefois aidé à dissimuler. Je passais quelques coups de téléphone. Un ami était employé au service d'inspection de la ville, un autre écrivait pour le journal local, et une autre connaissance avait des relations avec le service des impôts de l'État. Cependant, je ne frappais pas immédiatement. Je les laissais mijoter, leur faisant croire que je gardais le silence, qu'ils avaient échappé au pire. Une semaine plus tard, ils étaient désespérés. Les parents de Jessica l'avaient mise à la porte. Mon père commençait visiblement à paniquer. Ils arrivèrent ensemble sur mon lieu de travail. Mike m'appela mon père. « On peut parler ?» ajouta Jessica. « Nous avons tous fait des erreurs, mais Robert veut réparer les choses. Il est prêt à te donner 40 000 $ pour t'aider à prendre un nouveau départ. »« Et nous sommes amoureux » ajouta mon père. « Nous voulons être ensemble. Nous apprécierions ta bénédiction. » Incroyable. Après avoir dévasté ma vie, il désirait ma bénédiction ? Jessica continua de parler. « Robert va prendre soin de moi. Nous cherchons une maison. On pense à avoir un bébé. J'aurai enfin la vie stable que je mérite. Je feignis la considération. Laissez-moi y réfléchir. Retrouvez-moi demain au restaurant Romano's Steakhouse, et nous discuterons des détails. » Ils semblaient soulagés, comme si j'étais sur le point de leur pardonner. Le lendemain soir, ils arrivèrent, habillés comme pour célébrer quelque chose. J'étais déjà présent, assis à la table avec une enveloppe en papier craft devant moi. « Avant de parler, dis-je, en poussant l'enveloppe vers Jessica,
j'ai quelque chose pour toi. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des photos tirées de la vidéo, en couleur, les visages nets, la trahison on ne peut plus claire. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-elle. Une assurance, dis-je. Pendant que vous jouiez à la famille dans mon dos, j'ai préparé le terrain. À ce moment précis, mon ami Dave du service d'inspection de la ville s'approcha de notre table. Monsieur Chen, j'ai besoin d'un mot concernant de graves anomalies dans vos contrats municipaux. Infraction au code du bâtiment, remplacement de matériaux par des produits bon marché, factures gonflées. Nous lançons un examen complet. Avec effet immédiat, tous les contrats en cours sont suspendus. Le visage de mon père se vida de sa couleur. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, dis-je calmement, c'est que Robert est sur le point de dire adieu à plus de la moitié du chiffre d'affaires de son entreprise. Vous tiriez, quoi, 800 000 $ par an des travaux de la ville. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Oh mon Dieu! Quoi d'autre as-tu fait? Oh, juste quelques petites choses, dis-je. J'ai partagé cette charmante petite vidéo que nous avons faite avec tous les contacts de votre répertoire. Famille, amis, collègues, même votre groupe d'études bibliques. J'ai pensé qu'il devrait savoir quel genre de déchets il fréquente. Elle haleta. Tu n'as pas fait ça, quand même? J'ai aussi contacté les autorités fiscales de l'État, ajoutai-je, en regardant directement mon père. J'ai mentionné ces piles de paiement en espèces que vous n'avez jamais déclarées. Il paraît qu'ils sont sur le point de passer au peigne fin chaque dollar de vos finances. Quelque chose comme 150 000 $ de revenus non déclarés. Il s'affaissa dans la banquette, abasourdi. Tu es en train de détruire toute ma vie. C'est toi qui as fait ça le jour où tu as couché avec. Je m'interrompis et me tournai vers Jessica. Et toi? Tu vas devoir trouver un vrai travail. Tu me dois 23 000 $ pour les années où j'ai entretenu ton côté parasite. Je n'ai pas cet argent. Alors tu ferais mieux de t'habituer à travailler à temps plein comme nous tous. Je me suis levé, attrapant mes clés. Ah, et Robert, tu vas me céder l'acte de propriété de cette cabane au bord du lac. Considère ça comme un dédommagement pour le traumatisme que j'ai subi. Elle vaut dans les 200 000 $, pas vrai? Chaque acte a des conséquences. Peut-être que la prochaine fois, tu éviteras de trahir ton propre sang. Tandis que je franchissais la porte, Jessica paniquait complètement, suppliant mon père d'arranger les choses. Pendant ce temps, il commençait à comprendre. Il venait de jeter par la fenêtre son entreprise, sa réputation et son unique fils pour une croqueuse de diamants manipulatrice qui s'enfuirait à la seconde où le robinet Afrique serait tari. Lukket Jesbjerg. Er det kun mig? Det er jo ikke kun mig. Så nu logger vi lige ind på de her pinde, okay? Ja. Ja, jeg hader de her pinde. Kom med counteren. Nice, sgu da. Jeg troede ikke, jeg landte der, så jeg gik. Hop op af. Ja. Godt så. Nice. Okay. Okay, smutter. Lad os lige group alle sammen lige, fordi det Hvad har skulle være jeg gjort? galt. Hvad sker der? Jeg føler, hvad? Smiler af min sommersnack. What? Wow, Sgu i orden, Paller. Ja. Hvad, den her counter, den er sgu forvirrende, når vi står og hopper. ja. Den counter. Sådan, miner. Så langt, så godt. Vent! Vent. Enter. Så jeg lige hænder imens. Jeg sutter bare på den, til den forsvinder. Hvad fuck? Okay, jeg er klar. Ja, Det er sgu wild. Er der nogen, der gider screenshot den besked? Hop på min ikke drop. Det er første gang, jeg har prøvet det. Det er da valgt. Nej, den her træstamme, altså jeg hader den her træstamme. Ja, Den har det simpelthen... Jamen, det er okay. Det er selvfølgelig dig, der siger det. Så, Hvad vi mener skal du? lige have Liva med. Så er vi Det klar. er ikke noget. Det er simpelthen... Hvordan... Okay, vent lige på Jeanette her. Det er sgu utroligt. Jeg siger det, jeg hader den her træstamme. Hvad Derfor, mener altså. du? Mate. 2 gange på en meter. Fuck.
Hvis I synes, jeg er ringe nu, så skulle I have set det, dengang jeg spillede det første gang. Men jeg forstår ikke sidst, Var det jeg ikke på spillede, de der 10 havde du sgu da ikke minutter, nogen eller? problemer med det her. Hvad? Jamen, ja. Jeg ved det ikke. Skal den bare ind på Discord? Ja, eller- Ja, gør det, Pentagon. Jeg kan ikke se noget. Hop ud af min røv. Hvad? Fortæl hende, at det er ligesom når man kører bil, man skal kigge frem. Skal man det? Jeg kigger ned, hvor jeg går. Jeg har lige siddet og sagt Artem Daddy 11 gange. Men hvad? Vent lige. Nå, okay. Jeg er klar. Jeg er også klar. Mit øje kløede bare lige, sorry. Artem Daddy 11 gange med cam for at få ham til at spille CS. For så at sige, at det bliver ikke i dag. Hvorfor fuck gør du også det, mate? Du kan ikke være 14 og så sidde og sige Artem Daddy med cam på. Du er helt væk, jo. Fuck. Jeg håber sgu, din mor og far tager din internetadgang. Og det mener jeg sgu. Hvordan? Han er 15. Og hvad så? Det er sgu da fucking mærkeligt stadig. Hvad der sker her? Nå, sådan der. Okay. Er du klar? Ja. Nice. Ved siden af. Yep. Ups, jeg hopper sgu den helt forkerte vej. Jeg er bare ved at hoppe ud i ingenting. Yep. Kom op med jer. Altså, så... Altså, jeg går efter stenen derovre med ham, der laver duden på. Jeg tænker, det kan vi godt nå. ja. What Det the kan vi fuck? godt nå. Der skal vi altså ikke over. Nej, ikke endnu i hvert fald. Jeg tror slet ikke, vi skal. Men okay. Skriv bare lige på forhånd, kan du unbande mig på Discord? What? Hvis han banner dig på Discord, så er det sgu sygt. Så fjerner hans mod. Krabber har ikke arme. Okay. Ved jeg ikke, der var nogen, der... Oh my god. Ja. Der er nogen, der skrev noget med krabbers klør, der klør, eller arme, der klør, eller sådan noget. What? Jeg ved det ikke. Jeg sidder fokuseret på spillet. Eller der kører en raffle. Sunshine. Oh my god. Næste. Det er ikke lige, hvad der skete der. Nej. Fokus nu, lige hvad du hopper som en eller anden. Lige hvad? Jeg er ude. Det er simpelthen utroligt. Jeg skal lige have et klip på det der. Hvordan er det, du hopper, by the way?